Et très rapidement, Thibault de Montbrial. On va s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé en Meurthe-et-Moselle, à Villerue. On est 4 jours après une fusillade qui a fait plusieurs blessés, avec un suspect qui a été interpellé. Régine Delfour est notre envoyée spéciale à Metz, où elle est en garde à vue. Elle est avec Thibault Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Cet homme de 38 ans est très connu des services de police, ma chère Régine, pour 140 faits. On parle bien de 140 faits. Absolument, Laurence. Il est connu depuis, il a donc 38 ans, vous l'avez dit, il est connu depuis l'âge de 16 ans pour 140 faits, plusieurs condamnations, des dizaines de condamnations, notamment pour des vols aggravés, des violences aggravées, mais aussi un trafic de stupéfiants. Il est, en octobre dernier d'ailleurs, il a percuté un véhicule de police après un refus d'obtempérer. Il a été condamné à la prison ferme. Il était sorti de prison il y a peu de temps. Cet individu, il est issu d'une fratrie où il y a 5 frères, et les 4 frères sont également connus des services de police pour les mêmes faits, hein, violence aggravée, vol aggravé et puis trafic de stupéfiants. Il est très connu aussi dans la région puisqu'il est né à Villerupt et il était connu pour cette violence. Merci beaucoup Régine Delfour et Thibault Marcheteau sur place donc à Metz. Comment des parcours de délinquance pareils ne peuvent pas être interrompus par la justice, par la réinsertion, 140 condamnations, enfin 140 faits de violence. Thibault de Montbrial, tout ça a commencé à 16 ans, l'homme a 38 ans. Je connais pas les détails puisque je sais ce qu'on en dit et ce que votre correspondante vient de rappeler. Ce qu'il faut aussi dire, parce que ça fait partie de l'équation, même si tout le monde est un peu embarrassé et que beaucoup ne le disent pas, c'est que c'est une famille issue de l'immigration algérienne, donc ça compte aussi dans l'équation. On se retrouve avec une famille, moi en vous écoutant, ça me faisait penser à la famille Traoré dans la région parisienne, qui est archi connue pour, bien sûr, l'affaire de la mort d'Adama Traoré, mais d'une manière plus générale par le parcours de délinquance incroyable d'une partie importante des membres de cette famille. Et là, on a l'impression qu'on a des gens dont la vocation est de commettre des délits et parfois des crimes sous réserve de ce qui a été dit tout à l'heure. En tout cas, c'est bien au-delà de la simple question de la réponse judiciaire. Oui, mais ça compte quand même, parce que là, on commence un parcours de délinquant à 16 ans, à 38 ans, on en est à 140 faits. Et donc rien n'arrête en fait cette violence-là. Non, mais je pense que c'est sur des parcours qui sont aussi désespérés. La seule chose qui compte, c'est qu'il faut qu'à chaque fois qu'un juge voit passer un individu comme ça, les juges ont l'habitude. À fait égal, il applique un tarif bien plus élevé que sur un délinquant qui serait un primo-délinquant. Vous savez, je fais une parenthèse, mais il faut que les gens sachent qu'en droit français, quand vous avez commis une infraction, par exemple, vous commettez des violences, pour des coups et blessures volontaires, vous avez, le droit français prévoit un maximum, il prévoit pas de minimum. Et le juge, ça s'appelle la personnalisation des peines, il met ce qu'il estime devoir être la juste peine entre 0 et le maximum. Typiquement, ce genre d'individu me semble être des incitations à nos magistrats à mettre le maximum, parce qu'au bout d'un certain temps, toute idée de réinsertion est quand même un peu compromise, et il faut se souvenir que l'une des vocations de la sanction, c'est quand même aussi de punir et de protéger la société, et donc les victimes. Mais le début, c'est le début du parcours de délinquance, c'est la délinquance des mineurs. Et je pense que le gouvernement, bien qu'Éric Dupond-Moretti se satisfasse de ce qu'il a fait, en réalité a pérennisé une erreur qui est une erreur historique dans la justice française, qui est de considérer que la bienveillance prévaut pour les jeunes délinquants, alors qu'en réalité, il faut rester juste, mais il faut qu'il y ait un choc dès la première infraction, parce que sinon, ce que nous considérons comme étant de la bienveillance est considéré comme le jeune délinquant comme de la faiblesse, et il ne respecte plus et ne craint plus le système judiciaire et la police, parce que s'il faut commettre 10 infractions pour aller en prison, c'est sûr que ça ne dissuade pas les générations d'après. Louis Dragnel. Alors, vous venez justement de décrire un peu le système pénal aussi, avec la personnalisation des peines, mais on voit bien qu'il y a certains magistrats qui manifestement n'ont absolument pas envie de condamner ce type de profil, et donc revient toujours dans le débat public la question des peines planchées. On voyait la question des peines planchées pour les casseurs, de ceux qui s'en prennent aux policiers dans les manifestations. Le débat est quasiment permanent. Et est-ce que typiquement pour ce type de personnes très impliquées dans les trafics de stupéfiants, dans les agressions contre les policiers, est-ce qu'en fait il faut mettre des peines planchées sur quasiment tous les sujets qui pourrissent la vie du quotidien des Français? Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de mettre de peine planchée, parce que comme je viens de le dire, le système permet de mettre une peine très importante et que le juge doit décider en fonction du parcours de délinquance. Maintenant, s'il y a des juges qui ont du mal, c'est vrai que le système des peines planchées qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy en 2008 de mémoire et qui avait été controversé, parce que là encore c'est un peu technique, mais il faut dire aux gens que
constitutionnellement, on ne peut pas imposer une peine plancher absolue. C'est-à-dire que la peine plancher, en réalité, c'était une indication donnée au juge, et le juge ne pouvait y déroger que de manière motivée. Mais il pouvait y déroger. On a beaucoup dit, ça a été une des vérités assénées pendant la campagne de François Hollande et ensuite d'Emmanuel Macron, que les peines planchers n'avaient pas marché. C'est pas complètement vrai. Il y en a eu pas mal qui ont été prononcées. Et en tout cas, même si ça n'est pas quelque chose qui contraint les magistrats, c'est une véritable indication. Et en ce sens, bien sûr, pour les atteintes les plus graves, notamment sur les policiers, sur les politiques ou leurs familles, on en parlait tout à l'heure, et pour des gens qui sont des délinquants professionnels et des dangers publics et des dangers pour la paix publique, ça me paraît la moindre des choses que d'en préserver notre population. Éric Revel. Oui, Thibault Monbrial, Villerupt, c'est aussi l'exemple, l'illustration de villes maintenant moyennes qui sont totalement gangrénées par le trafic de drogue, ou en partie gangrénées par le trafic de drogue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'état de droit est suffisamment puissant, force de l'ordre, justice, voire même gouvernant, pour faire face à cette montée des périls qui est à la fois économique, financière et violente? C'est une vraie question, et malheureusement, nous touchons là, c'est un des nombreux aspects où nous recevons l'addition des 40 dernières années de gouvernance de droite et de gauche. Et vraiment, moi, je ne mets pas de pression particulière sur le gouvernement actuel, parce que Gérald Darmanin, par exemple, a parfaitement conscience de l'importance de lutter contre les stupéfiants, et il a fait de la lutte contre les points de deal un des aspects marquants de sa politique, avec certains succès. Mais quand vous voyez que les fusillades, comme à Villerupt, se déroulent aujourd'hui, alors on en parle à chaque fois que c'est à Marseille ou dans la région parisienne, mais dans toutes les villes. Il y a eu 3 fusillades en quelques jours à Valence, dans la Drôme. C'est le dernier exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des délinquants qui, d'une part, ont un accès totalement désinhibé aux armes de guerre. C'est pas nouveau, l'accès aux armes de guerre, mais totalement désinhibé, y compris dans des villes moyennes. Et d'autre part, dans leur arbitrage, parce que les délinquants sont des businessmen comme les autres, dans leur arbitrage dans la balance des intérêts entre les avantages et les inconvénients d'utiliser la violence, y compris pour tirer sur des gens et pour prendre le risque d'en tuer, bien force est de constater que le risque de tuer n'est plus un inconvénient, et donc la crainte de la justice n'existe plus.